Très bien. Alors, bienvenue à tous. Bonjour. Merci de vous être connectés. Je pense qu'on va encore en récupérer quelques-uns dans les minutes qui arrivent. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour ce lancement officiel du laboratoire commun Télécom for Health. Je vais on va vous montrer tout simplement la slide suivante sur laquelle il y a le déroulé de cet événement. Voilà, donc tout de suite, je passerai la parole à Nicolas Demassieux, qui est directeur d'Orange Innovation Research, ainsi ensuite à Yacine Laknecht, président de l'Université Grenoble-Alpes. Nicolas Vuillerme et moi-même vous présenterons juste derrière le laboratoire commun et ce qu'il en est, suivi d'une table ronde qui sera animée par Roxane Adelaguier, qui est directrice de Digital Society chez Orange, et puis une petite conclusion, et surtout un passage de parole pour notre grand témoin qui s'appelle Alain Franco, qui nous connaît, Nicolas Vuillerme et moi, depuis le début, depuis très longtemps donc, pour une intervention de sa part. Merci d'être là. Et puis, petite surprise finale, le dévoilement du logo de ce nouveau laboratoire commun. Voilà, donc si vous le voulez bien, je vais passer la main à Nicolas Demassieux, directeur d'Orange Labs Innovation Research. Oui, bonjour. Faites-moi signe si vous ne m'entendez pas. Normalement, ça fonctionne. En fait, c'est une date importante pour moi puisque c'est un peu plus de 10 ans que je rejoignis Orange comme directeur de la recherche. Et une de mes premières visites, et ma première visite site, c'était sur Grenoble, je m'en souviens très bien. Et déjà à l'époque, nous collaborions autour de sujets numériques et santé. Sujet qui, du coup, a été accompagné pendant toutes ces années par tout un ensemble de relations autour de doctorants, autour de projets communs, autour de contrats de recherche. Et en fait, c'est très important d'apprendre à se connaître parce qu'on va le voir, et en particulier pour le domaine numérique et santé, c'est un sujet complexe. Donc, très heureux de voir qu'aujourd'hui, on prend une autre dimension dans notre relation, voilà, structurée encore plus en profondeur autour de ce laboratoire commun. Orange a plusieurs laboratoires communs, c'est notre troisième en réalité qui fonctionne, qui se met en place grâce à cette initiative. Alors, quelques mots quand même sur ce sujet de numérique et santé, sujet qui s'est bien sûr accéléré, amplifié avec la crise qu'on vient de traverser, qu'on n'a pas d'ailleurs fini de traverser. Et ce qui est vraiment, en réfléchissant à l'intérêt de mon travail à Orange, directeur de la recherche d'Orange, c'est justement que depuis toujours, on associe en permanence des sujets de techno, hein, donc vraiment parfois même assez pointus, avec de l'IA, avec de la 5G, avec de l'Internet des objets, mais toujours, nous avons cet effort de recherche sur les enjeux sociétaux, les enjeux humains, la réflexion finalement de l'humain au centre de ce numérique, du numérique dont il faut trouver la juste place. Hein. On a passé beaucoup de temps à numériser tout un ensemble de métiers et la santé n'y échappe pas. Je sors tout juste d'un rendez-vous que j'ai pris par Doctolib, donc évidemment la santé n'échappe pas à cette question de la numérisation. Et en même temps, on voit bien qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de place au numérique, puisque pour tous les domaines, mais encore plus pour la santé, la part de l'humain, la part de la perception, la part de l'émotion, la part de l'incertitude liée à la complexité des processus biologiques et plus généralement des processus de santé, fait qu'on a besoin de trouver cette alchimie en permanence entre la juste place de numérique et puis avec tout son pouvoir de prédiction, son pouvoir de facilitation, son pouvoir de mise en relation, mais aussi la juste place par rapport au maintien de la relation humaine, au maintien de la relation entre tous les acteurs du système de santé. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce laboratoire, c'est de trouver le numérique à sa juste place, en travaillant évidemment avec les gens du métier. Et c'est d'ailleurs un constat général, quel que soit le métier auquel on s'attaque, depuis les sujets les plus industriels jusqu'aux sujets les plus humains. C'est en faisant cette alliance entre numérique et métier qu'on arrive à trouver la juste place. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette introduction. Donc, un grand merci à tous les acteurs, une grande fierté pour Orange d'accompagner la création de ce laboratoire commun. Et puis, bon projet, bonne réussite sur les années qui vont passer devant nous. Voilà.
Merci beaucoup Nicolas. Je vais laisser la parole à Yacine Laknecht, président de l'Université Grenoble-Alpes. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci pour les mots d'introduction. Moi, je voulais dire, c'est tout simplement que cette aventure, ce laboratoire commun, il est le fruit d'une collaboration qui ne date pas d'aujourd'hui. Les collaborations avec Orange et avec nos laboratoires de recherche sont très, très anciennes. Alors, on remonte à plus de 20 ans, en particulier dans ce domaine-là. Il y a une tradition de collaboration avec les entreprises et les acteurs socio-économiques très importantes à l'UGA. L'un des premiers laboratoires publics, privés en France dans le domaine du numérique, il était à Grenoble. Il y avait Bulimag à l'époque, il y a eu aussi Verimac, Verilog. Donc il y a une tradition vraiment de collaboration très étroite avec les entreprises sur des sujets dans le champ du numérique, mais pas que. Donc ça, c'est très important. Là, nous avons un laboratoire commun qui touche à un sujet extrêmement important, extrêmement pertinent et d'actualité. On est sur la question de la e-santé. C'est quelque chose une dimension qui va être très impactante dans la réorganisation de la santé globalement. Que ce soit d'ailleurs, je parle même d'ailleurs de la trajectoire de la santé, de la prévention jusqu'à le traitement, donc, et même en amont par rapport à la prévention, ça va être très important. On l'a vu dans la crise, on en était conscient même avant, et donc il y a des enjeux très importants avec un impact social aussi très important par rapport à ça. Donc je pense que le sujet il ne peut pas être plus pertinent que ça l'est pour ce laboratoire commun. Donc dans ce laboratoire commun, on retrouve Orange, on trouve l'Université Grenoble-Alpes, mais aussi ses partenaires des différents laboratoires, le CNRS, ENRIA, Grenoble ILP, UGA, et d'autres acteurs. Donc c'est extrêmement important pour nous. Nous voulons aller plus loin dans cette idée de centre de recherche public-privé où nos équipes se retrouvent avec des équipes des entreprises pour travailler ensemble. Un très bon exemple, c'est MIAI pour moi. D'ailleurs, le laboratoire commun dont on parle aujourd'hui, il a aussi des liens très forts avec MIAI. MIAI, c'est le centre de recherche interdisciplinaire. En fait, c'est plus que la recherche, c'est la recherche, la formation et de l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui un des 4 centres reconnus, en tout cas labellisés au niveau national. C'est le plus grand et je dirais même c'est lui qui a le plus de succès aujourd'hui au niveau national, et j'en remercie tous les acteurs par rapport à ça. Donc je disais que ces collaborations-là entre l'université et les entreprises et plus généralement le monde socio-économique sont très importants. Ça va être encore plus important dans le cadre du PIA4, le programme d'investissement d'avenir 4, dans lequel il y a des programmes très importants, dits d'accélérateurs ou exploratoires. On se trouve aujourd'hui, Grenoble, l'UGA, dans les accélérateurs qui ont été déjà décidés comme une des 2 ou des fois 3, pas plus que ça, sites et universités incontournables. Là, je parle d'intelligence artificielle, l'ingénierie quantique, de l'hydrogène, de l'éducation numérique, de la cybersécurité, puisque nous sommes identifiés par l'État comme une université, un site avec la masse critique d'excellence par rapport à ça. Il y a aussi les PEPR exploratoires, ce sont des projets qui ont été déposés, proposés par les entreprises, par les communautés scientifiques, et il y en a 20 qui ont été retenus pour pouvoir déposer des projets en juillet. Il se trouve que l'UGA est dans plus de la moitié, donc soit comme coporteur ou comme copilote. Donc en tout cas, on est très identifié en termes d'impact scientifique, en termes d'excellence en recherche, et en termes d'efficacité dans les relations avec les entreprises. Et pour nous, c'est un enjeu et nous ne cesserons pas de nous améliorer par rapport à ça. Ces partenariats sont extrêmement importants. Nous croyons beaucoup à la boucle, au cycle recherche fondamentale, jusqu'à la recherche appliquée, qui se nourrissent avec les enjeux sociaux et socio-économiques. Et je vais m'arrêter là. Et je vous remercie pour votre écoute. Je remercie tous les acteurs qui ont fait de sorte que ce projet aboutisse. Merci Yacine, merci Nicolas. Je vais maintenant vous présenter de manière très synthétique
les tenants et les aboutissants de SLAPCOM. On va essayer d'avoir une vision assez large de ce que ça peut être. On pourra revenir dans le dur un peu plus tard. Donc, merci déjà de la confiance et de l'intérêt que Orange et puis l'UGA, de anciennes et nouvelles présidences, ont accordé sur ce projet, qui, comme l'a dit Yacine, il ne date pas d'hier. On travaille, c'est le fruit d'une collaboration avec pas mal de succès, pas mal aussi d'échecs, on avance avec les échecs, qui a commencé en 99, donc on n'était pas si jeune que ça, qui se sont concrétisés par des projets communs, un certain nombre de contrats spécifiques, mais aussi par la formation d'étudiants. Donc je me souviens avoir invité des étudiants de Polytech à venir dans les locaux d'Orange pour visiter des lieux de créativité, des showrooms. Également la formation à la recherche et par la recherche, avec 7 thèses CIFRE, 6 postdoctorants. Donc, je tiens à leur rendre hommage, que c'est certainement aussi grâce à eux que 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, on arrive à construire ce LabCom. Alors, ce LabCom, c'est l'UGA et c'est Orange Innovation Research, avec Agis qui est plutôt côté santé et puis le LIG qui est côté informatique. Ce sont les 2 premiers laboratoires qui participent à ce LabCom. Et comme l'a dit Nicolas et Yacine, les enjeux sont sociétaux, donc évidemment, qui voudra œuvrer dans ce Telecom for Health sera le bienvenu. Alors, sur la diapo suivante, je vous présente un petit peu ce que c'est qu'un LabCom. Donc, c'est un partenariat public-privé. L'intérêt, c'est de bénéficier d'un cadre de collaboration stable, pérenne et autonome. Ce qui nous manque, nous, en tant que chercheurs, c'est du temps pour avancer. Et donc, on pense que ce LabCom va nous donner ce temps. Par définition, il faut que ce soit une aventure gagnante-gagnante à la fois pour l'entreprise et l'organisme de recherche, avec comme mission, c'est la création commune de valeurs entre l'organisme et puis l'entreprise. Et ces valeurs, elles peuvent se concrétiser de manière complémentaire. On pense qu'il faut de la science pour innover et puis pour déployer et diffuser, en termes de production de connaissances scientifiques, mais aussi en termes de produits, de services innovants, de transfert de technologies et de savoir-faire. Et qui, dans notre cas, comme l'ont bien souligné les 2 précédents présentateurs, devront avoir un impact sur la santé et l'organisation des soins, qui représentent des enjeux sociétaux majeurs. Donc, on parle de ce T4H depuis un moment, et quand j'en fais un petit peu la publicité, œuvrer pour la santé de tout un chacun, ça donne du sens aux travaux plus ou moins fondamentaux de chacun. Sur la diapo suivante, T4H, évidemment, il est consacré à l'étude du numérique au service de la santé, de l'autonomie, du bien-être. En gros, du bien vivre ou du mieux vivre ou du bien vieillir. Je pense qu'Alain Franco abordera ces thèmes dans sa synthèse. Mais aussi au développement et au déploiement d'une médecine dite 4P qui se voudra toujours plus prédictive, plus préventive, plus personnalisée et surtout plus participative. Nicolas a mentionné la nécessité absolue de mettre de l'humain dans nos activités. On pense que le citoyen ou le patient qui est acteur de sa propre santé, c'est la direction à suivre. Donc, au-delà de ces objectifs généraux, on a pris du temps avec Orange pour construire une feuille de route avec une stratégie, un programme de recherche, d'innovation commun et concerté, qu'on a dans un premier temps structuré en 4 axes, que va maintenant vous présenter Hervé. Voilà, merci pour ce changement parfait. Voilà, donc ce labo commun, il est construit autour justement de la conception de services et des briques numériques de santé pour demain, en faveur du bien vieillir et du bien vivre. Si on prend quelques chiffres hyper factuels, donc merci Nicolas d'avoir remonté les publications e-santé dans le monde en 2020. La courbe est assez croissante, massivement derrière ces dernières années. Alors on y a contribué, depuis 2000 d'ailleurs, jusqu'à ces dernières années, à travers justement les doctorants qui ont été assez productifs sur le sujet. Donc c'est quand même considérable. Aujourd'hui, quand on prend une photo, alors ça change tout le temps évidemment, mais il y a à peu près 300 000 applications de santé numérique dans les smartphones des gens.
pas forcément toutes de même qualité d'ailleurs, hein, c'est sans doute, hein. Elles vivent, elles naissent, elles meurent. Et puis, donc ça, c'est sur, si on prend les deux stores de Google et d'Apple. C'est aussi 2020, une année très particulière, qui a vu l'émergence massive des téléconsultations, hein, 19 millions de téléconsultations remboursées par l'assurance maladie en 2020. C'est inédit. Ça serait étonnant que ça baisse massivement en 2021 et suivant, donc ça veut dire que le pli est pris probablement. Et puis, dans le dernier rapport de l'Institut Montaigne, appuyé sur des chiffres proposés par McKinsey, on voit le chiffre de 22 milliards d'euros en tant que marché potentiel de la e-santé par an en France, ce qui est quand même pas rien. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est notre contexte, hein, c'est ce vers quoi on va. Et dans le laboratoire commun, donc sur la slide suivante, on va voir comment nous-mêmes, on a décidé ensemble, hein, avec UGA et puis les priorités Orange aussi, hein, c'est une affaire concertée, comment on va construire cette feuille de route initiale autour des valeurs de responsabilité, de confiance et d'équité à travers 4 axes. Donc le premier, enfin il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, hein, mais l'un des axes, c'est justement l'apport d'une technologie pour laquelle Orange a quelques connaissances, hein, sur la blockchain. Comment est-ce que la gestion de consentement peut tirer profit de la confiance apportée par la blockchain dans une signature d'un consentement pour participer à une étude clinique, par exemple. Donc c'est un projet complexe, hein, bien entendu, hein, il y a quelque chose de technologique, mais il y a aussi des éléments juridiques, organisationnels, enfin bref, c'est quelque chose qui doit être fait à plusieurs. Un autre axe concerne, alors c'est un terme générique, on appelle ça les sons santé. Depuis quelques années, notamment dans nos smartphones, nous avons droit à ce qu'on appelle le voix HD, donc c'est une conversation de qualité au téléphone. Ce qui correspond en termes de codec au codec et c'est plus sympa pour mieux s'entendre et mieux se comprendre. Et puis, accessoirement, on entend mieux la musique d'attente parfois. Ben, sachez qu'il y a toute une nouvelle génération d'algorithmes qui arrive dans certains smartphones, c'est déjà disponible, mais ce n'est pas activé. Une famille d'algorithmes qui s'appelle EVS, pour Enhanced Voice Services. Et là, on va pouvoir entendre la totalité de ce qu'une oreille humaine est capable d'entendre, c'est-à-dire allant de 20 Hz à 20 000 Hz, ce qui sera inédit. Et on s'est dit, peut-être qu'il serait intéressant de tester cette nouvelle opportunité de transmission très haute qualité pour transporter pas que de la voix ou de la musique, mais aussi des sons santé. Donc l'illustration propose un stéthoscope numérique. Eh bien, ça pourrait être une idée pour voir ce que ce paradigme changerait dans une pratique médicale qui utiliserait ce type d'outils. Là aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, ça se teste avec des gens du métier et des gens qui connaissent ces pratiques-là. Un autre axe qui est le suivi à distance, alors ça c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi depuis très longtemps avec Nicolas Vuillerme, hein, donc, et ses équipes, hein. C'est tout ce que l'on peut apprendre de la pratique du téléphone que l'on voit habituellement dans la facture détaillée des gens téléphoniques, hein, donc quelque chose qui n'a pas absolument trait au contenu des communications. Et avec leur accord, nous avons vu qu'il était possible d'avoir des corrélations statistiques entre la façon d'user du téléphone, d'utiliser le téléphone, et des éléments liés à la richesse de la vie sociale d'une personne, de son moral et de sa forme physique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va continuer, hein, qu'on a beaucoup creusé déjà et qui mérite encore d'être étayé en termes de quantité. On cherche des grandes cohortes pour continuer à évaluer sur ce genre de système. Le dernier axe, et non des moindres, je ne résiste pas au petit coucou à faire à l'équipe qui est rassemblée, j'ai vu tout à l'heure, dans un coin de fenêtre de vidéo. Voilà, ils sont déjà ensemble pour y travailler, ils travaillaient déjà un peu ensemble, hein, sur ce concept, c'est le concept de l'IA raisonnée, à travers une plateforme issue des placards d'Orange. Je ne veux pas dire placard parce que ce n'était pas mis au rebut, c'était vraiment, on a dégoté ça, tout simplement, c'était une plateforme de classification de documents, donc absolument rien à voir avec la santé initialement. Et puis, on a vu que cette plateforme Maxwell pouvait être utile pour des besoins de santé parce qu'elle présentait des caractéristiques inédites qui sont habituellement faites par, enfin les classifications sont habituellement faites par des technologies à base de réseaux de neurones, de deep learning. Et donc le deep learning, c'est sympa, hein, c'est très très puissant, c'est très intéressant, mais ça nécessite des grandes cohortes. Et la plateforme Maxwell, par exemple, semble-t-il, serait capable de dire des choses sur des cohortes bien plus petites.
et aussi, en plus, en différenciation, serait capable d'apporter une forme de preuve de sa classification d'un n plus unième élément parmi ceux qui sont déjà classifiés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que l'on va essayer, que l'on va qualifier ensemble, parce que ça mérite probablement d'être creusé. Voilà, donc ça, c'est notre feuille de route initiale. Sur la slide suivante, on va voir qu'effectivement, ce sont que des premières pistes, hein, il faut bien commencer, hein, c'est des pistes qui sont déjà bien étayées pour certaines, hein, on continuera ensemble. Et puis, on vous propose de réfléchir au-delà de ces premières pistes pour essayer d'éclairer, de préparer ensemble l'avenir de la santé grâce au numérique. Et pour ça, je vais passer la parole à Roxane Adelaguier pour l'animation de la table ronde qui va creuser ce sujet. Merci bien. Bonjour à tous, je suis enchantée aujourd'hui d'être parmi vous et d'avoir la chance d'animer cette table ronde. Je suis directrice de domaine de recherche Digital Society chez Orange et je porte justement dans mes programmes de recherche le programme de la santé et donc ce labo commun, ce futur labo commun qui est en train de naître aujourd'hui. Monsieur Yacine Lakache l'a dit, hein, et Nicolas Demassieux aussi, c'est vraiment très précieux pour nous, acteurs de numérique, opérateurs, quand on travaille sur des cas d'usage et sur des sujets qui touchent les domaines de santé, l'agriculture, l'industrie, en tout cas d'autres métiers que les métiers d'opérateurs, de travailler main dans la main avec les acteurs de ces métiers. Et donc, effectivement, cette collaboration qui est, comme on l'a dit précédemment, c'est une conclusion, presque officialisation des travaux qui ont commencé depuis un certain temps, même un temps certain, une vingtaine d'années. Donc, je suis heureuse aujourd'hui d'animer cette table ronde. Le sujet, c'est de regarder ensemble et de préparer ensemble l'avenir de la santé grâce au numérique. C'est au-delà de ce labo commun. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, les acteurs du numérique et les acteurs académiques et les acteurs de la santé ensemble pour arriver à avoir, comme l'a dit Nicolas, un système de santé efficace et puis un numérique qui soit humain et à sa juste place éthique de confiance. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Ahmed Elbat, directeur de l'Institut Carnot, logiciels et systèmes intelligents, le professeur Noël De Palma, directeur de Elige, monsieur le directeur Laurent Figara, qui est directeur de la filiale santé d'Orange, Enovacom, le professeur Éric Bossier, directeur de l'Institut EMIAI, et monsieur Didier Chaminade, qui porte la délégation régionale d'Alpes pour Orange. Et pour conclure cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Alain Franco, qui va apporter son éclairage et ses conclusions sur cette thématique qu'on va partager ensemble pendant les minutes qui suivent. Donc, pour commencer, je me dirige, même si c'est virtuellement, vers le professeur Ahmed Elbat. Vous êtes le directeur de l'Institut Carnot. Quelle est la vision de cet institut et la stratégie d'accélération du santé numérique donnée par le gouvernement et dans quelle mesure, justement, vous travaillez dans ce domaine-là? Je vous remercie. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est un honneur pour moi et un plaisir de participer à cette cérémonie de l'inauguration du laboratoire commun Telecom for Health entre Orange et l'UGA. Ce laboratoire illustre bien l'une de nos missions en tant qu'Institut Carnot, que je présenterai dans quelques instants parce que je pense que tout le monde n'est peut-être pas encore bien familiarisé avec les instituts Carnot. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre institut a été
à l'œuvre pendant plusieurs mois pour permettre la mise en place, on va dire formelle, de la convention qui régit ce labo commun, et cela via notre opérateur, Floralis, qui est la filiale de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, je tiens à remercier nos chargés d'affaires, les juristes, ainsi que notre partenaire Orange pour leur travail. Et je félicite les porteurs du projet pour cet aboutissement qui, je suis sûr, va renforcer davantage notre partenariat et contribuera à de nouvelles innovations et au développement économique. Alors, juste peut-être quelques mots sur l'Institut Carnot. Je vais essayer d'être bref. Alors, notre Institut Carnot LSI, donc logiciel et systèmes intelligents, fait partie, est l'un des 39 instituts Carnot répartis sur tout le territoire, avec un fort ancrage territorial, mais aussi avec un réseau au niveau national et avec des actions à l'échelle européenne et internationale. Il s'agit d'un dispositif qui a été créé par l'État il y a 15 ans, donc nous avons 15 ans aujourd'hui, nous célébrons 15 ans cette année, nos 15 ans d'existence, et qui s'insère dans l'écosystème d'innovation. Alors on sait très bien que cet écosystème est souvent représenté par un millefeuille avec différents acteurs. En tous les cas, notre acteur a bien résisté, enfin notre Institut Carnot, le réseau a bien résisté depuis sa création et a démontré son efficacité dans la mise en place. En fait, notre objectif, c'est exactement est illustré par un laboratoire commun. Et c'est un des exemples d'illustration, parce que notre mission, c'est de tisser des liens, mettre des ponts entre le monde académique et le monde industriel, en vue de répondre à des enjeux sociétaux et de contribuer aussi au développement de l'innovation et à l'économie. Donc, juste quelques chiffres sur le réseau Carnot. Les Carnot, en fait, on gère 53% de la recherche partenariale, donc la R&D nationale. 53% de la R&D nationale est confiée à des instituts Carnot. C'est 35 000 chercheurs et doctorants, techniciens, 10 000 contrats de R&D avec des startups, des PME, ETI, grands groupes, pour un volume d'activité d'environ 1,5 milliard d'euros en 2019. C'est aussi plus de 26 000 publications de rang A, plus de 1200 brevets, 85 sociétés essaimées. Et notre mission, c'est vraiment de faire tout cela en assurant l'excellence scientifique, le professionnalisme des relations avec les entreprises et un engagement à haut niveau de recherche partenariale pour le transfert vers les entreprises. Alors, notre Institut Carnot LSI est basé à Grenoble. Nous avons 4 axes stratégiques, donc le numérique et l'intelligence artificielle, les dispositifs médicaux, le transport, la robotique, le green IT, l'usine du futur et l'énergie. Dès sa création, l'Institut Carnot LSI, donc, qui existait aussi en 2006, il y a 15 ans, a mis au sein de ses axes stratégiques la santé numérique, de par une activité forte dans les dispositifs médicaux, mais aussi dans on va dire, la robotique médicale pour assister les médecins, et ça fait partie des activités de nos chercheurs. Nous avons également 41% des startups qui ont été essaimées par notre Carnot, l'Institut Carnot LSI, sont dans le domaine de la santé, pour vous dire que c'est vraiment une part importante de notre activité. Je vais juste citer quelques exemples, 3 exemples d'entreprises que nous avons réussi à aider à développer. Donc, il y a la société Anatoscope qui fait de la modélisation 3D, simulation pour l'aide aux soins dentaires, et qui se développe bien aujourd'hui, puisque c'est une startup qui a été créée en 2015. Nous avons également un autre exemple, c'est Euromems, qui fait de la conception et développement, commercialisation de dispositifs médicaux. Voilà, qui ont bénéficié de financement de notre Carnot. Et puis une autre startup dans le domaine de l'aide au déplacement autonome qui s'appelle WeGoTo. Donc, ce n'est pas pour leur faire de la pub, mais pour dire qu'on est vraiment dans on finance des actions de prématuration qui aident à faire émerger des startups et qui persistent et qui ont une durée de vie relativement, on va dire, importante par rapport à la moyenne.
Alors, par rapport à, juste pour conclure sur cette présentation rapide de nos activités, nous avons également d'autres actions où nous finançons des projets de chercheurs qui ont un potentiel de valorisation, soit à travers création de start-up, soit à travers le licensing avec les entreprises ou le partenariat d'aide à l'innovation au niveau des entreprises. En 2020, suite à la crise sanitaire, nous avions lancé un appel à projet spécifique pour aider à la lutte contre le Covid. Et on a eu, à titre d'exemple, je peux citer 7 projets qui ont été financés, dont 2. L'un d'eux est plus dédié aux techniques d'intelligence artificielle d'aide au diagnostic par analyse d'images médicales, donc il s'appelle Deep Covid, et un autre est dédié à la fouille de données pour l'identification de traitements thérapeutiques contre le Covid. Donc voilà, ceci étant dit, nous avons également été identifiés par le ministère pour pouvoir contribuer à la mise en place de plans d'action, d'appels à projets qui vont sortir dans les prochains mois dans le cadre de la stratégie d'accélération donnée par le gouvernement. Notre vision par rapport au développement du marché et aussi les travaux de type travaux partenariaux dans le domaine de la recherche santé numérique vont s'insérer dans cette vision qui est basée sur 3 axes. Donc, le premier axe, c'est celui dédié aux dispositifs médicaux pour le numérique, la collecte, structuration et analyse de données et le développement de tiers-lieux. Alors, bien entendu, dans notre vision, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est qu'on doit s'appuyer sur les besoins des professionnels de santé en apportant des solutions, j'avais envie de dire, d'ordre général, qui répondent à des problèmes de gestion de données, cybersécurité, télémédecine, médecine personnalisée. Mais on doit aussi prendre en compte, avoir une démarche pragmatique dans laquelle le digital va répondre aux différentes étapes liées au domaine de parcours de soins, de la prévention, le diagnostic, le traitement, le séjour à l'hôpital et le retour à la maison. Donc, par rapport à chacune de ces étapes, nous pensons qu'il est important, et ça sera sans doute l'objet de différents échanges qu'on aura avec les autres collègues également, il est important de concevoir, pour répondre à chacune de ces étapes, donc pour la première étape qui concerne la prévention, il est important de concevoir des dispositifs médicaux dédiés pour contribuer à la prévention. Il est également important de développer des outils d'aide à l'analyse de données, utiliser les techniques d'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic et la médecine personnalisée. Au niveau de traitement, il est important de concevoir et de réaliser des dispositifs médicaux intelligents qui vont assister les professionnels de santé dans leur métier. Il est également important d'apporter des outils, et c'est ce que font certains de nos chercheurs aujourd'hui, mais je pense que c'est un axe qui va vraiment se développer davantage, c'est les outils d'aide à l'amélioration, à l'accompagnement des gestes médicaux qui sont assistés par ordinateur. Enfin, pour la partie retour, si on résume le cycle prévention, diagnostic, traitement, séjour à l'hôpital et retour à la maison, il est important de développer des systèmes robotisés et assistants intelligents couvrant l'utilisation des objets connectés, bien entendu, mais aussi les aspects collecte de données, utilisation de ces données pour faire une analyse et élaborer des modèles de prédiction. Alors, tout ça va de pair avec un problème majeur. Le problème majeur, c'est celui de la donnée. Je pense que c'est important, on l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire, que le problème de données, malgré toutes les avancées du marché du numérique,
On a un problème aujourd'hui d'interopérabilité des données au niveau des systèmes de soins. On a également un problème de gestion d'éthique dans le domaine des données, donc qui concerne les aspects liés au respect de vie privée, tout en fournissant les services appropriés aux usagers, donc que sont les patients ou tous les citoyens. Alors, merci beaucoup. Voilà, je termine sur un mot vraiment extrêmement court. Juste pour votre information, les réseaux Carnot sont en train de s'organiser actuellement en alliance. Et il y a une alliance santé numérique qui est en train de se mettre en place, dans laquelle notre Carnot est l'un des pilotes. Et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus, puisque l'objectif, c'est de renforcer encore davantage, mutualiser les moyens de différents Carnot, Institut Carnot, pour répondre aux besoins des entreprises. Je vous remercie. J'étais peut-être un peu long. Merci. Merci beaucoup, professeur Elmas. Je voulais juste, j'ai oublié de mentionner que le professeur Assia Jaillard n'a pas pu se joindre avec nous, la directrice d'AGEIS. Il avait un empêchement aujourd'hui. C'est bien dommage. On aura l'occasion d'échanger ensemble sur l'évolution de ce labo dans le futur. Je me tourne maintenant vers le professeur Noël de Palma, directeur de ELIGE, qui est un laboratoire centré sur les fondements et le développement des sciences informatiques, tout en veillant à une ouverture ambitieuse sur la société pour en accompagner les nouveaux défis. De votre côté, les recherches que porte ce laboratoire, notamment dans le domaine des applications, dans le domaine de la santé, pouvez-vous partager avec nous votre vision de l'avenir de la santé numérique avec nous? Oui, je vous remercie du coup pour à la fois cette introduction et puis cette question. Alors tout d'abord, effectivement, cette ouverture sur la société qui a été mentionnée, elle est fondamentale pour nous. Donc le LIG est un laboratoire d'informatique qui a à cœur de maintenir et de développer des collaborations fortes avec les sciences humaines et sociales notamment. Alors comme ça a été dit, c'est important dans le contexte de ce LabCom, car l'avenir de la santé grâce au numérique, pour nous, il sera dessiné au final par les professionnels de la santé et les patients, notamment leur acceptabilité des solutions, les facilités d'utilisation et les garanties associées. Donc, je suis tout à fait en adéquation avec ce qui vient d'être dit par Ahmed et par du coup le Carnot. Alors, ces questions ne sont pas forcément que des problèmes techniques et imposent donc des réflexions importantes qui sont liées à la société, le numérique étant, je dirais, le prometteur des possibles. Alors du coup, cet avenir de la santé passe donc effectivement par un numérique qui doit rester centré humain, qui doit être de confiance et de responsabilité. Donc je pense que ces mots-là, on va les entendre souvent et qui apportent nécessairement des garanties donc à la fois aux patients et aux autres acteurs de la santé. Donc notamment, il faut une confiance dans des garanties de sécurité, ça a été mentionné, notamment protection des données, mais aussi des processus, et puis dans leur utilisation. Un autre type de confiance qui est la confiance dans la fiabilité numérique, donc sur l'ensemble des processus et des services. On ne peut pas tolérer des pannes, ou pas forcément, ça va dépendre justement des cas d'usage. Il y a, je dirais, différents niveaux de criticité qui peuvent être acceptables en fonction justement des différents cas qu'il y a à traiter, des cas au sens, je dirais, plateforme numérique, et dans leur utilisation. Enfin, pour finir, une confiance aussi dans les interactions. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est lié, je dirais, à toutes les recherches et la compréhension, je dirais, des interactions avec le numérique, donc qui ne doivent pas dégrader à la fois l'expérience et la pertinence de l'acte de santé, et aussi la relation de contact entre les patients et les professionnels de santé. Je pense que ce lien
de contact que l'on a tous, par exemple, avec notre médecin traitant, doit rester simple et, je dirais, doit rester palpable, pardon, malgré le numérique qui est censé nous faciliter les choses dans le cadre de ce que l'on veut faire au niveau de la santé et du numérique. Alors, on imagine un avenir, donc ça a été dit aussi en préambule dans la présentation du LabCom, hein, qui soit plus facilement préventif et collaboratif, plus individualisé, avec un patient plus acteur et plus connecté, plus mobile, et avec des services et des systèmes qui devront forcément être plus interopérables. Donc, ça veut dire un avenir qui soit facilitateur à la fois pour les patients, donc on a parlé d'accès à distance, qui sont cruciaux pour notamment ce qu'on entend au niveau des déserts médicaux, etc., pour le maintien à domicile, facilitateur aussi pour les professionnels de santé. Donc, on a parlé d'aide au diagnostic, de détection de pathologies, etc. Et tout ça, je dirais, ça va devenir effectivement central dans les travaux de ce LabCom. Alors, on voit notamment émerger plusieurs grands axes, hein, plusieurs avancées, donc, qui ont été en partie du coup déjà discutées, notamment effectivement l'IA, la data science et le big data, donc avec des possibilités accrues de prédiction, d'analyse et de traitement de données. Donc, notamment, par exemple, pour de l'aide au diagnostic, aussi pour l'optimisation des parcours de santé, la personnalisation aussi des protocoles de soins dans certains cas. On voit aussi des exemples du coup de travaux sur de l'analyse de texte pour des comptes rendus cliniques et puis effectivement de l'analyse d'images pour la détection de pathologies qui permettent de faire gagner du temps sur des scans ou des IRM. Le deuxième, je dirais, gros volet, ça concerne l'Internet des objets, à mon sens, donc avec des habitats intelligents donc, qui auront la possibilité d'être instrumentés pour la santé. Donc, instrumenté, ça ne veut pas dire simplement, je dirais, des capteurs, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des actionneurs et donc ensuite d'avoir, je dirais, des boucles qui permettent de relier des capteurs et des actionneurs et éventuellement de prendre certaines décisions. Des possibilités aussi, dans ce contexte-là, d'avoir, je dirais, des mécanismes de recommandation de services qui peuvent être du coup, je dirais, plus en adéquation avec les besoins des patients, enfin des utilisateurs, on va dire au sens large. Et puis aussi, donc ce qu'on voit poindre, c'est des technologies matures de miniaturisation de ces objets au sens large qu'on commence à pouvoir porter sur soi, hein, donc notamment par exemple dans des textiles ou dans des semelles de chaussures, enfin tout un tas d'avancées qui font voir, je dirais en tout cas, des capacités d'instrumentation et d'action à des degrés qu'on n'a jamais connus jusqu'à présent, quoi. Et le troisième point, et puis ensuite je passerai la parole, je trouve que les systèmes interactifs et cognitifs ont aussi un grand rôle à jouer dans le cadre de ce LabCom et dans le cadre donc, plus général de l'avenir de la santé grâce au numérique, avec des avancées en réalité virtuelle et augmentée, des avancées aussi en perception des activités, perception, modélisation et compréhension des comportements qui sont extrêmement importantes pour la compréhension et pour pouvoir faciliter cette acceptation, justement. Et puis des avancées en robotique et en cobotique, donc notamment sur, je dirais, des aspects de collaboration humain-robot qui vont certainement jouer un grand rôle à l'avenir dans ce contexte-là. Donc, juste pour finir, et je m'arrêterai là, effectivement, donc on voit que la science avance, l'industrie avance, la société aussi avance, notamment cette dernière année avec la crise du Covid, où du coup les personnes ont été beaucoup plus, je dirais, dans une position d'acceptabilité sur des téléconsultations, comme ça a été indiqué. Donc, je dirais les astres sont alignés
Après, il faut continuer à avancer de concert, main dans la main, donc à la fois tous les acteurs et les utilisateurs de ces futures technologies. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur De Palma. Je vais me retourner maintenant vers Laurent Frigara, directeur général délégué d'Enovacom, qui est la filiale santé d'Orange. Monsieur Figara, vous dirigez cette filiale santé d'Orange. On espère, en tout cas moi, mon projet de recherche, mon programme de recherche en santé espère pouvoir vous délivrer des technos et des services du futur que vous pourrez mettre à disposition des personnels de santé. Votre cœur de métier porte sur l'interopérabilité médicale en travaillant bien sûr avec les professionnels de santé pour améliorer leur quotidien avec des solutions d'acquisition, de protection, d'échange et d'exploitation de données de santé. Monsieur le directeur De Palma nous a parlé de confiance, la fiabilité numérique. On a entendu beaucoup parler des sécurités des données, de responsabilité. À votre avis, quel rôle jouera le numérique et en particulier les opérateurs et les acteurs du numérique dans l'avenir de la santé et quelle est votre vision sur ce sujet pour Orange, pour Enovacom et pour l'écosystème de santé? Bonjour, déjà merci pour me donner l'opportunité de m'exprimer auprès de tout le monde. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que des choses bien sûr très intéressantes et tout à fait exactes. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant 2 ou 3 jours et dire beaucoup de choses sur tous ces usages, tous ces prérequis aussi en fait nécessaires pour que la santé numérique avance. Alors c'est vrai que du coup, on voit bien le rôle que peuvent avoir les industriels du logiciel, des télécoms sur ce domaine-là. Il est un peu double, hein. Il y a un premier qui est assez pragmatique, qui est celui du socle technologique. Il est absolument nécessaire que tous ces acteurs puissent s'appuyer sur un socle technologique qui soit fiable, on en a parlé, qui soit sécurisé, qui soit interopérable. Je sors d'une conférence sur la 5G, donc on a beaucoup aussi parler de la 5G et de la capacité aussi de ce nouveau réseau à connecter les différents acteurs du monde de la santé. Donc tout ça, c'est un prérequis. Ce n'est pas ça qui va faire les usages. Mais par contre, si on ne l'a pas, tout risque de se casser la figure. Excusez-moi un petit peu l'expression. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et c'est un petit peu le cœur de métier depuis des années d'Enovacom, qui a rejoint le groupe Orange il y a 3 ans. Et on trouvait qu'il y avait une super complémentarité d'ailleurs, parce qu'Orange était sur la partie réseau, infrastructure, et nous, plus sur la partie logiciel. Donc, on se complète parfaitement pour proposer au secteur de la santé, au monde hospitalier, aux professionnels, ce socle-là. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on voit bien qu'il faut qu'on aille plus loin. On voit qu'il y a des innovations qui sont nombreuses, qui sont multiples, par des grands groupes, par des startups. Et donc, je pense qu'il faut qu'on accompagne aussi tout ça. Il y a une première initiative d'ailleurs avec le campus Future for Health, qui ressemble d'ailleurs pas mal à Telecom for Health, voilà. Qui est une initiative en fait très industrielle là pour le coup entre Capgemini, Generali, Orange et Sanofi pour aider les startups à innover et les amener sur le marché de façon plus rapide. Donc ça, c'est aussi le rôle des grands industriels. Mais c'est aussi, je pense, participer à cette innovation. Et l'innovation n'a pas de sens quand elle n'est pas faite avec les professionnels de santé. Et c'est en ce sens où je trouve que l'initiative est bonne là, parce qu'on est assez friand des partenariats publics-privés entre les labos de recherche hospitaliers et les industriels, parce que justement, c'est ce trait d'union entre la vraie vie des hospitaliers, du monde médical et la recherche, on va dire, pure au sein de grands groupes. Donc ça ne peut pas se faire sans. Et donc, le rôle d'Orange et d'Enovacom qu'on voit bien, c'est pour prolonger cette idée du socle, on va se pencher plus vers le parcours patient. Et ce parcours patient,
il a aussi besoin d'un autre socle qui est finalement le parcours un peu standard du patient, hein, qui part de chez lui, qui peut aller à l'hôpital, qui peut aller en ville, etc. Tout ça, il y a un socle minimal qui est à mettre en place. Et ce socle-là va pouvoir accueillir, va pouvoir se connecter à tout un tas d'innovations supplémentaires sur des pathologies particulières, sur du diagnostic, sur Digital Therapeutics. Et l'idée, c'est d'assurer cette interconnexion et cette interopérabilité entre un parcours patient générique et des parcours patients plus spécifiques. Voilà. Je pourrais en parler encore pendant quelques heures, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Frégara. Je me tourne maintenant vers cet institut dont nous a parlé Monsieur Yacine Lakache, avec lequel on a le plaisir chez Orange, la recherche d'Orange et mon domaine aussi, et le domaine IoT de collaborer, qui est l'Institut EMIAI, dont dirige Monsieur Éric Gossier. Vous êtes le directeur de cet institut multidisciplinaire d'intelligence artificielle, au sein duquel vous œuvrez pour conduire des recherches au plus haut niveau en intelligence artificielle dans beaucoup de domaines, dont la santé, avec notamment des projets, des chaires de recherche, pour qu'à l'aide de l'IA, la santé devienne une santé intelligente, concrétisant les promesses de la vision P4. On en a parlé, la prédiction, la personnalisation, la préemption et qu'il soit participative. Comment vous réunissez autour de vous et de vos projets l'écosystème grenoblois, entreprises, PME, professionnels, étudiants, pour contribuer à la prochaine étape d'une IA responsable au service de l'homme, comme l'a dit Nicolas, à sa juste place, utile pour tous et tous, et sans exclure personne, pour arriver à ce niveau d'excellence que vous avez aujourd'hui et que j'espère nous donnera beaucoup de résultats probants. Bonjour, je vous remercie pour cette introduction. Puis je tiens à remercier Orange, Nicolas Vuillerme, Hervé Provost pour cette invitation. Alors, effectivement, MIAI, c'est un institut qui est un institut en fait virtuel, c'est-à-dire qu'il réunit des chercheurs de différents laboratoires, par exemple du LIG, d'AGIS, de TIMC, des différents laboratoires du site. Et donc, c'est un institut qui réunit un peu plus de 200, entre 200 et 300 personnels académiques impliqués à des degrés divers et qui travaillent sur des projets de recherche fondamentale ou sur des projets de recherche collaborative. On a la majorité des projets qu'on a en recherche et développement sont des projets qui sont conduits en partenariat avec plusieurs sociétés et en particulier Orange. Et je suis aussi très content qu'Orange soit un des partenaires un peu privilégiés de notre institut. Voilà, donc un de nos buts, c'est d'essayer de définir un agenda de recherche autour de l'IA et puis de ses applications, et puis ensuite de le mettre en œuvre, de le financer et de créer un lieu d'échange dans lequel les communautés de nature différente puissent discuter autour des enjeux de l'IA. Je pense que ça, c'est un point très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'IA, beaucoup d'articles qui sont publiés en IA, que ce soit dans le cadre Cœur IA ou dans le cadre des applications de l'IA. C'est très difficile de suivre ce qui se passe en IA. Et du coup, il est très important, je pense, de créer ce lieu d'échange qui permet aussi à chacun de sélectionner les éléments qui sont pertinents. Et donc, une des grosses activités que nous avons, c'est d'essayer d'animer cette communauté-là, et pas seulement de la financer, entre guillemets. Bon, du coup, c'est un institut qui s'appuie également sur les outils existants. Donc, j'ai parlé des laboratoires. On travaille en étroite collaboration avec les Carnot, on travaille en étroite collaboration avec les filiales de valorisation pour monter les partenariats industriels. Et on essaye d'être le plus flexible possible, c'est-à-dire d'avoir des contrats plutôt bipartites entre académiques et industriels, de façon à éviter les discussions parfois un peu douloureuses sur la propriété intellectuelle, et d'être le plus réactif possible. Parce qu'effectivement, j'ai parlé d'agenda de recherche. Alors, ce sont des agendas de recherche qui sont définis à partir des communautés de recherche, bien sûr, et puis qui évoluent au cours du temps. Et je suis très content de voir cette thématique émerger, cette thématique autour de Télécom Vorels, que nous n'avions pas prévu au début de l'Institut et qui, je trouve, a toute sa place vraiment dans le panorama actuel. Je reviendrai là-dessus. Juste un point que je voulais mentionner, c'est que lors du montage de cet Institut, donc le montage a duré à peu près un an, de septembre 2018 à septembre 2019, en fait,
les différentes communautés n'avaient pas du tout le même degré de maturité par rapport au numérique et par rapport à l'IA, et la santé avait une maturité très forte sur ces domaines-là. Et ça a été relativement facile de définir un agenda de recherche qui a déjà été esquissé, que ce soit par Ahmed Elbat, que ce soit par Noël de Palma ou par Nicolas et Hervé, qui a déjà été esquissé là-dessus. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une forte tradition du numérique et de l'innovation en santé qui a rendu les choses un petit peu faciles. Et quand on regarde le panorama national des 4 instituts interdisciplinaires en intelligence artificielle qui ont été créés par le gouvernement, en fait, 3 de ces 4 instituts ont des applications en santé et ont des applications en santé très fortes. En fait. Donc, la santé est vraiment présente dans ce panorama-là. Alors, un point bien sûr très important dans ce domaine, ce sont les données qui sont cruciales et à partir du moment où on veut faire une médecine personnalisée, bien sûr, on va avoir besoin de collecter des données personnelles. Du coup, je trouve qu'il y a une certaine opportunité là, qui est offerte par le projet Telecom for Health aussi. Nous essayons de travailler en lien, quand je dis nous, c'est la communauté médecine de Grenoble qui travaille aussi au sein de MIAI. Nous essayons de travailler en lien avec d'autres 3 IA, en lien avec des collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la mise en commun de données de santé, en lien avec le Health Data Hub national aussi. Voilà, donc il y a une forte problématique de données de santé avec tous les enjeux sociétaux et juridiques qu'il peut y avoir derrière, qui nous intéresse aussi, et ça a déjà été mentionné. Voilà, donc ça c'est un point crucial. Par rapport à tout ce qui a pu être mentionné en termes de trajectoire de santé personnalisée, il y a un défi aussi assez important en santé, c'est l'hétérogénéité des données et le fait qu'on a des données vraiment diverses et variées qu'il faut pouvoir intégrer. Et donc voilà, on a des recherches, si je devais compléter un petit peu le panorama qui a été fait par mes prédécesseurs, on a des recherches qui sont développées dans cet axe-là. Et le projet Telecom for Health va lui-même amener d'autres types de données, va contribuer à cette hétérogénéité, mais c'est aussi souvent cela qui fait la richesse d'une application, c'est de pouvoir croiser des informations de nature très différente. Voilà, donc je pense que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est vraiment, je suis content de voir l'arrivée de ce projet-là, parce que je trouve qu'il comble un trou et qu'il complète assez bien les recherches actuelles. Compléter, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, parce que je pense que nous ne serons jamais complets. Comme je disais, ce sont des choses qui évoluent, donc on a souvent des nouveaux projets qui remontent. Peu de l'envergure du projet Telecom for Health, et du coup, je suis vraiment très content que ce projet ait vu le jour et puisse s'appuyer sur MIAI. Un grand merci, professeur Gossier. Je me tourne maintenant vers Didier Chaminade, qui porte la délégation régionale d'Orange dans la région d'Alpes. Nous avons entendu les intervenants, M. Gossier, M. Frigara, sur la vision d'Orange en matière de technologie numérique, M. Gossier sur l'écosystème un peu grenoblois de l'IA et puis les travaux de recherche sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Orange, au niveau local, contribue à construire un écosystème favorable à l'émergence des nouvelles solutions au service de la santé de demain? Vous êtes un pilier important pour nous dans la région. En tout cas pour la recherche d'Orange, vous nous rapprochez beaucoup des startups, des autres entreprises, etc. Donc, si vous pouviez nous expliquer un peu comment vous mettez en mouvement tout cet écosystème autour de ces sujets passionnants. Il n'y a pas que la santé, bien sûr. Mais exactement, oui. Merci Roxane. À la santé, ouais. Voilà. Bien, merci Roxane de me donner la parole. Bonjour à tous. Pas mal de visages connus effectivement autour de cette visio que je salue. Effectivement, alors il n'y a pas que la santé, c'est vrai, l'écosystème est vaste, les domaines d'application du numérique tout autant, mais c'est bien de ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors, le bassin grenoblois, c'est historiquement un bassin qui a été étiqueté, si je puis dire, high-tech à l'origine avec le domaine de la micro et de la nanoélectronique. C'était une des raisons d'ailleurs de l'arrivée d'Orange sur le site, sur le site de Mélan.
il y avait des salles blanches, on développait du hardware, etc. Donc ça, c'est l'histoire. Et puis, comme l'a évoqué Nicolas, d'ailleurs, les sujets de santé, de biotech, qui ne s'appelle peut-être pas encore comme ça, de medtech, ont émergé au début des années 2000. C'est à peu près la période où les travaux ont commencé, hein, ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure. Et donc autour du CHU, de l'UGA, un peu plus tard des dispositifs du CEA, c'est une thématique qui est devenue dominante, enfin sinon dominante, en tout cas majeure sur le territoire. Bon, dans ce contexte-là, alors moi je représente la délégation régionale. Une délégation régionale, c'est une structure très transversale. On n'est pas des spécialistes de la recherche, on n'est même pas des spécialistes de l'innovation, on est des facilitateurs, on anime, on participe à de la mise en réseau. Et Orange est immergé dans différents écosystèmes, la French Tech, alors qui tous se parlent, et ça c'est une caractéristique et une force du bassin grenoblois au sens large. Hein. Je vais jusqu'au Grésivaudan et au Voironnais, c'est tout le monde se connaît, les passerelles sont assez, voire très facilement traversées. Je peux en parler puisque n'étant pas un vrai grenoblois, j'ai eu l'occasion de comparer avec d'autres bassins. Et ça, c'est une grande force. Aujourd'hui, Orange participe à des structures, à des écosystèmes. Je pense à Minalogic, évidemment, qui n'est pas spécifiquement santé, mais qui est une structure qui stimule l'innovation dans le domaine de diverses industries. Orange est membre d'Innovalet. Moi, je suis adhérent d'Innovalet, je suis président d'Innovalet. Ça me donne l'occasion de me rendre compte à quel point la santé a pris de l'importance dans l'écosystème économique du territoire. Innovalet, par exemple, c'est 11 000 emplois, c'est 350 entreprises, et c'est près de 20% des emplois qui sont en fait concernés, qui relèvent d'entreprises, soit de biotech, soit de medtech. Toutes ces entreprises ne sont pas sorties de nulle part. Elles exploitent par exemple de la propriété industrielle qui issue de l'université, qui issue du CEA. Et donc, on est vraiment dans la mise en œuvre d'un écosystème, d'un tout. Il y a des startups qui ont bien réussi, qui ont incubé au Tarmac, qui est l'incubateur d'Innovalet, par exemple. Je vous en citerai quelques-unes. Par ailleurs, Orange est une structure qui a cette vocation de participer au développement économique des territoires. Alors, le gros de notre action relève de l'aménagement numérique du territoire. Vous connaissez ça, les infrastructures, pour beaucoup. Mais nous sommes aussi un acteur de l'économie du territoire. En ces périodes quand même chahutées en termes d'économie, nous sommes dans une économie sous perfusion. Hein. Les fonds de solidarité, il y a un moment, ils vont arriver à leur terme. Il faut anticiper les capacités des territoires à être résilients. Ça veut dire être capable de conserver leur dynamique économique, leurs emplois, leur excellence de formation et de recherche. Tout ça, c'est une initiative qui a été lancée, enfin, ça a donné lieu à une initiative des 3 intercommunalités là, de la métropole, du Grésivaudan et du Pays Voironnais, qui s'appelle le Pacte économique local. Certains d'entre vous autour du pont en ont entendu parler. Et il s'agit pour les 25 grands acteurs économiques du territoire, je parle des entreprises privées, Orange en fait partie, de contribuer à cette stimulation dans toutes ces dimensions de la dynamique territoriale. Donc la recherche, le développement, l'innovation, la création de valeur, ce n'est pas que de la création de propriété intellectuelle, hein, c'est aussi de la création de savoir, tout simplement, en font partie. Et le laboratoire Télécom Forel, c'est vraiment un contributeur important, je m'en rends compte, de cette dynamique et donc une brique que Orange apporte à ce pacte économique local. Alors, si je voulais vous donner quand même quelques boîtes qui sont venues en fait s'implanter chez nous, soit qui ont
essaimé du tarmac et qui aujourd'hui sont des startups qui ont du succès, hein, qui lèvent des millions d'euros. Je pourrais vous parler de NH TerraGeeks, qui est une boîte qui œuvre dans le domaine des tumeurs cérébrales, hein, qui a développé une molécule particulière. Bon, elle a levé 13 millions d'euros en 2019. Elle a obtenu l'autorisation de la FDA pour lancer ses essais cliniques aux États-Unis il y a juste 6 mois. Je pourrais parler de Remedy Labs. Remedy Labs, c'est une boîte qui a… Alors on est exactement dans les caractéristiques de l'innovation à la grenobloise, c'est-à-dire on est à l'articulation du hardware et du logiciel, dans l'embarqué. Donc Remedy Labs, c'est un bracelet connecté qui permet de stimuler la production naturelle d'endorphines par le cerveau. Donc avec un certain nombre de traitements, on parle de traitements de fibromyalgie par exemple. Évidemment, on a de la médecine, on a du logiciel embarqué et puis il y a du matériel. On pourrait parler aussi de Blue Ortho. Donc Blue Ortho, c'est une boîte assez importante. Et alors Blue Ortho, on va bien les connaître parce qu'ils vont bientôt être nos voisins. Orange déménage sur InnoValley. On traverse le rond-point dans un nouveau programme immobilier qui s'appelle Arte Park. Nos voisins, ça sera Blue Ortho, 60 personnes, des gens qui développent des systèmes de chirurgie assistée par ordinateur. Tout est dans le titre pour l'orthopédie. Bon, voilà pour donner quelques illustrations de dynamique territoriale en matière de santé. Il y en a plein d'autres. Hein. J'ai une liste, il y a Cayentis, Maincare, il y a Roche, je ne vous présente pas le groupe Roche, etc. Donc, il y a une implantation, une dynamique particulière. Je pense que Grenoble est aujourd'hui une place d'excellence dans le domaine de la santé. Peut-être peu ou pas assez connu, mais en tout cas qui vraiment a, on va dire avec 20-25 ans de recul, maintenant fait sa place dans l'écosystème de l'excellence en la matière, à un niveau français et même mondial. Hein, l'université est reconnue dans les classements internationaux et nombre des laboratoires du MIAI en particulier également. Donc voilà, c'est un honneur de contribuer et de participer à cette animation. Merci Didier, effectivement, tu nous es une grande aide. En tout cas, moi qui suis parisienne, tu es toujours là pour veiller sur et nous mettre en visibilité justement les grands sujets autour de la santé, en tout cas pour ma part, pour mon domaine de recherche. Je me retourne maintenant à une dernière question vers le professeur Noël de Palma. On en a parlé des axes de recherche aujourd'hui qu'on prévoit de mettre dans ce laboratoire commun. Ce n'est qu'un début, je dirais. Ça fait 20 ans qu'on collabore ensemble et j'espère que les sujets vont s'enchaîner et qui vont réussir à transformer, à apporter leur pierre à l'édifice, si on peut dire ainsi. De votre point de vue, quel autre axe de recherche et de développement entre académique et industriel? On a vu beaucoup d'exemples aujourd'hui, mais quels seraient les autres axes de recherche qui vous sembleraient pertinents au service de l'écosystème de santé de demain, de la part justement des sociétés numériques opérateurs avec les académiques et les personnels de soins? Merci de me redonner la parole. Du coup, je ne vais pas reparler effectivement d'IA, etc., parce que c'est des thèmes qui seront abordés et qui seront centraux hein, dans le LabCom. J'aimerais attirer l'attention effectivement peut-être sur des points qui sont importants de prendre en compte, des axes effectivement importants à prendre en compte, notamment sur la cybersécurité pour les infrastructures et les plateformes numériques de santé. Donc ça, on en a parlé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre de mon point de vue, c'est que cet aspect du coup cybersécurité, effectivement, on peut le penser sous une forme cybersécurité réseau, cybersécurité des systèmes d'exploitation, etc., des grandes plateformes de calcul.
qui seront utilisés, par exemple, pour l'IA. Il y a aussi un point, je pense, qui est important de regarder dans ces aspects cybersécurité, c'est qu'il y a tout un pan de la sécurité qui doit être pris en compte au moment où, je dirais, on développe les applications et bon, les middleware ou les interlogiciels qui seront utilisés. Donc, au moment où je dirais, on développe la plateforme logicielle, c'est-à-dire que c'est pas qu'une préoccupation, je dirais, dans les couches basses de l'empilement de tous nos matériels et nos logiciels. C'est important d'avoir un focus sur cet aspect sécurité dès la conception des logiciels. Donc, avec effectivement des aspects, par exemple, génie logiciel qui peuvent intervenir pour fournir des méthodes de conception qui intègrent ces aspects sécurité, qui permettent aussi de les tester d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier point que je trouve important et qui serait intéressant du coup effectivement à développer. Le deuxième point, c'est un peu je dirais un raisonnement un peu similaire, c'est sur des travaux qui seraient liés, alors je dirais, des jargons informatiques, il y a des SLO, des SLA, donc c'est des objectifs de niveau de service et des contrats de niveau de service. Donc ça, on a eu l'habitude de les manipuler au niveau, pareil, à un niveau assez bas. Donc, au niveau hébergement, par exemple, de machines, on le voit aussi, par exemple, sur le cloud computing. C'est des choses qui sont assez difficiles à cerner et à mettre en œuvre. Donc, c'est un vrai travail, je pense, d'être capable de définir ces objectifs. C'est un peu ce que je disais au tout début, tout à l'heure, hein. C'est qu'en fonction des applications de santé qui sont visées, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes objectifs de niveau de service et les mêmes contrats associés. Donc ça peut influencer après, effectivement, toutes les solutions qu'on mettra en place par la suite. Et je dirais avoir une réflexion à ce niveau-là pour la santé. Et pour les applications de santé, ça me semble fondamental parce que quand on voit, je dirais, l'historique de ce qui s'est passé sur ces choses-là, pour avoir typiquement donc c'est des garanties qui peuvent justement avoir attrait à la fiabilité, mais aussi à tout autre, je dirais, point de vue important sur lequel il pourrait y avoir une contractualisation. Et donc, il faut, par rapport à cette historique, c'est quelque chose qui est très difficile et très long à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais il y a je dirais, une réflexion en amont qui est importante à avoir. Et donc, ça inclut aussi, j'ai parlé de génie logiciel, mais ça inclut aussi des approches formelles pour la vérification et puis le raisonnement de tous ces process numériques. Et peut-être le dernier point, j'en avais un peu plus, mais bon, je vais me concentrer sur cela qu'on n'a peut-être pas, mis assez en avant, c'est sur l'interopérabilité et la gouvernance de ces écosystèmes. Donc ça, c'est, je dirais, d'autant plus important si on va vers des habitats instrumentés pour la santé, dans lequel on va avoir effectivement, ça a été dit notamment par mes prédécesseurs, hein, je dirais des intervenants, donc des entreprises différentes qui vont être amenées à opérer dans le cadre, par exemple, de ces habitats. Et donc, la question de la gouvernance, elle est aussi extrêmement importante, c'est-à-dire quand il y a une panne sur telle ou telle partie du système, par exemple, ça peut être d'autres aspects, qui a la gouvernance de traiter cette panne ou d'empêcher sa propagation, ou voilà. S'il y a un problème quelconque sur l'environnement, qui parmi tous les acteurs qui participent à cet écosystème de l'habitat pour la santé va intervenir, ou comment ils vont se coordonner. Voilà. Et ça me paraît être effectivement une thématique extrêmement importante à regarder pour les années à venir.
Et le dernier point, c'est pour moi, donc c'est lié aussi, hein, donc je dirais, d'un point de vue plus recherche, c'est effectivement arriver aussi à traiter ce problème d'interopérabilité au niveau des divers protocoles d'échange des données pour arriver à avoir effectivement des données médicales qui puissent être utilisées pour la recherche, et aussi de permettre que les résultats de recherche sur ces données soient disponibles du coup en open access, on va dire, quoi, voilà, pour d'autres chercheurs. Et puis finaliser des protocoles d'évaluation de ces résultats avec notamment des aspects reproductibilité qui sont fondamentaux dans nos métiers de recherche. Merci beaucoup, professeur. Effectivement, l'interopérabilité, c'est un sujet en soi, et la cybersécurité, et vous parliez de partage de responsabilités. Effectivement, dans les systèmes complexes, le partage de responsabilités est un vrai sujet de recherche. Ça nous donne des perspectives de collaboration à l'avenir, tous ensemble autour de cette table ronde virtuelle. Alors, on a une question sur le chat avant que je passe la parole à professeur Alain de Franco sur quel est le budget alloué à ce labo et comment se répartissent les financements. Je laisserai Hervé et Nicolas répondre. Je connais la réponse, mais je laisse Hervé ou Nicolas, ou les deux d'ailleurs, répondre à la question. Oui, alors je peux répondre en partie, hein, parce que Nicolas peut faire tout autant que moi. En fait, on n'a pas un budget mis au pot comme ça qu'on va consommer. Chacun de notre côté avons des programmes qui sont engagés, notamment chez Orange. Voilà, on a un programme qui est fait et en partie, du coup, on va contribuer en nature, hein, voilà, avec des éléments techniques que l'on va apporter, des hommes-jours que l'on va apporter aussi à ce programme. C'est comme ça qu'on va fonctionner la première année. Ensuite, on va voir comment on va déformer ce modèle, mais cette première année, c'est comme ça que ça a été établi entre nous, de façon à ce soit en plus que ce soit équitable. Voilà. Nicolas? Oui, c'est ça. Et puis, l'appétit vient en mangeant. On va séduire les gens qui étaient autour de la table ronde. Et puis, on a vu qu'il y a des perspectives super intéressantes. Donc, ils n'ont pas été invités pour ça, hein, que les choses soient claires. Mais l'idée d'avoir cette structure qui sera visible, elle est déjà visible sans être créée, peut nous permettre d'accéder et de répondre avec un peu plus de force à des appels d'offres de très grande envergure. C'est le pari sur l'avenir proche. Merci beaucoup. Alors, je remercie toutes les personnes autour de cette table ronde virtuelle pour cet échange très riche qui nous a ouvert un peu les chakras pour la vision de la e-santé de demain. Maintenant, je me tourne vers le professeur Alain Franco, qui est notre grand témoin, pour avoir un peu sa vision et un peu ses conclusions autour de ces thématiques bien riches qu'on a abordées ces dernières minutes. Ok, j'avais mon micro fermé. Excusez-moi. Bonjour Roxane, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut notamment Hervé et mon ami Nicolas. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens que je connais et que je salue, notamment le président de l'UGA et Malek qui est quelque part, et même Jacques Demongeot qui est là et que je salue et qui connaît bien aussi toutes ces questions. Alors écoutez, je ne sais pas si je vais jouer, combien de secondes il me reste? Alors, vous avez 5-7 minutes. Oh là là, ça va. Donc écoutez, je vous propose de revoir extrêmement vite ce qu'ont dit les uns et les autres pour vous faire part des mots principaux que j'ai retenus de leur intervention, et puis dans un deuxième temps, assez rapidement,
reprendre les mots-clés qui me paraissent importants dans ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, évidemment, je salue les deux premiers intervenants, Nicolas Demassieux et Yacine Laknecht. Je ne reprends pas ce qu'ils ont dit, mais pour la table ronde, le professeur Elbat, excusez-moi, j'ai un autre écran où j'ai pris mes notes, alors je ne vous regarde pas dans les yeux. Alors, je retiendrai de tout ce qu'il a dit, qui était très riche, répondre aux besoins des professionnels de santé, SIDA, télémédecine, etc. C'est quelque chose que je mets en valeur parce que c'est probablement l'axe incontournable de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Le professeur De Palma, je dirais, là aussi j'ai retenu santé numérique dessinée par soignés et soignants ou quelque chose comme ça. Et on voit que là aussi, bien qu'il soit lié à des problématiques très scientifiques et très technologiques, il a mis ça en avant et l'a repris plusieurs fois dans son exposé. Lors de la question, Roxane, que vous lui avez posée, il a repris les éléments importants qui sont la cybersécurité, j'en dirais un mot, et ce qui est fondamental en santé, et puis l'indispensable interopérabilité. J'ai l'impression qu'on a quelquefois pris les choses à l'envers, et dans le domaine de la santé où on ne doit pas se rater face à un malade qui ne va pas bien, si on prend des outils qui ne sont pas fiables et qui ne parlent pas entre eux, c'est assez dramatique. On a la mort au bout de cette histoire-là. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement important en santé. Alors, le professeur Figara, ou le monsieur Figara, filiale Santé d'Orange, qui a parlé pour Innovacom, j'ai été intéressé de voir comment il a approché les choses sous l'angle du socle technologique fiable et sécurisé, en disant, et également interopérable, en disant, bon, c'est très bien de faire tout ça, mais si vous n'avez pas un socle technologique solide, ça veut dire, entre guillemets, des technologies de communication solides, ça ne peut pas marcher. Et là, on voit là donc l'effet, entre guillemets, écosystème, mot qui sera repris par tout le monde. Le professeur Gossier, qui a parlé de choses tout à fait intéressantes. Le mot santé intelligente m'a bien plu parce que je ne l'avais jamais entendu. Alors, à chaque fois qu'on utilise l'adjectif intelligent, ça commence par faire sourire parce que, bon, je ne vous fais pas de dessin. Mais je pense que le mot santé intelligente, après la phase du sourire qu'on lui accordera, aura de l'avenir. Mais il laisse une petite ambiguïté sur cette question. La santé ne peut pas ne pas être intelligente. Donc, aider au processus qui fait que la santé devient intelligente est probablement quelque chose d'important. Et je pense que pour le MIAI, c'est quelque chose de central. La santé a une forte maturité en numérique. Ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai, c'est basé sur de l'expérience humaine, c'est basé sur des vrais besoins et pas de la rigolade. Et je pense que c'est bien qu'il en soit conscient. Et puis, il parle de médecine personnalisée. C'est vrai que l'intelligence artificielle ou le numérique vont peut-être permettre cette chose extraordinaire qui sera dans l'avenir de répondre aux besoins des personnes sur une médecine qui leur est adaptée. Monsieur Cheminade a dit d'emblée l'écosystème est vaste à Grenoble. Ah, encore l'écosystème. On va en redire un mot parce qu'il y a plusieurs types d'écosystèmes au final. Et c'est un mot qu'il ne faut pas galvauder parce que c'est un outil pour l'avenir, l'écosystème. J'en dirai un petit mot pour conclure. Il a parlé de la direction régionale qui était un facilitateur, un gestionnaire de passerelles. Et ça, c'est très intéressant aussi. On voit que l'esprit d'écosystème plane sur ce nouveau laboratoire
T4H ou T4H. Et je voudrais donc rebondir sur ces réflexions pour souligner les mots que moi j'ai retenus en général. D'abord, j'ai eu le plaisir de voir renaître, et ça personne ne l'a dit, je serai le premier à le dire, renaître, mais d'ailleurs elle n'est jamais morte, la gérontechnologie, qui a été la source de toute cette réflexion il y a plus de 20 ans, dans les années 90, donc franchement peut-être 30 ans. Et elle est toujours là avec ses bases, ses principes. La gérontechnologie, c'est comme la gérontologie, un ensemble, un bouquet de disciplines. Ce n'est pas une discipline en soi, mais c'est académique et c'est toujours au singulier. Je saluerai le LI2G qui n'existe probablement plus, que nous avions créé dans cet objectif en alliant deux universités, l'UJF et l'Université 2 de Grenoble, sur cette thématique de la gérontechnologie. Un mot magique pour moi, le mot besoin. Le mot besoin, mot magique. Alors, le problème, et là on n'a pas résolu ça aujourd'hui, et le laboratoire qui démarre aujourd'hui devra résoudre ça, c'est très difficile de faire émerger les vrais besoins. Et une fois qu'on a fait émerger les vrais besoins, de faire émerger les vrais désirs. Parce que même si vous avez trouvé des vrais besoins et trouvé des réponses, s'il n'y a pas le désir de la personne, ça ne marchera pas. Or, ça, c'est quelque chose qui mettra par terre toutes les tours que vous allez construire. Donc, il est très important de prendre ça dès le départ dans les mécaniques de tous ordres. Faites très attention. Ne vous aventurez jamais dans des aventures technologiques sans être absolument certain des besoins et des désirs et sans être certain de le répéter, de l'accompagner. On ne le fait pas ça au début pour revoir ça 5 ans après. Non, non, on le fait tout le long du projet. Alors, pour ça, il nous faut des médiateurs. Les médiateurs peuvent être les médecins. Vous avez dit qu'il manquait aujourd'hui. J'ai l'honneur de les représenter. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres dans l'Assemblée. Mais les médecins sont des médiateurs. Ce ne sont pas des inventeurs. Ce sont des innovateurs. Et eux, ils sont très à l'aise parce qu'ils sont sur le terrain de l'innovation, ils en connaissent les règles et ils savent ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, etc. Il faut leur faire confiance, mais il faut les former. Et il faut leur dire ce qu'on ne peut pas faire avec. Au lieu de leur demander de tout faire avec, c'est là qu'on se casse la figure. Ensuite, je crois qu'il y a d'autres médiateurs, les professionnels de tous ordres, les utilisateurs, l'école des malades. J'y crois pas beaucoup, sauf dans des silos très spécialisés. Par contre, je crois à l'école des citoyens, et notamment à l'école des citoyens vieillissants, qui seront 1/3 de la population française en 2050. C'est là la mine démographique, c'est là qu'est le marché. C'est pour eux qu'il faut travailler. Bien sûr, ils sont malades en plus, mais ne vous trompez pas d'objectif. Hein? Le health, la santé, c'est génial, surtout avec la définition de l'Organisation mondiale de la santé de 1948. C'est formidable. Mais si vous ne vous cantonnez qu'à cette définition-là, vous allez faire des constructions qui tomberont parce que le marché, il n'est pas forcément là. Il faut l'adapter, il faut le chercher. Alors, merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Vous me laissez encore quelques instants? Juste, oui. je veux finir. Le mot principal pour moi, c'est l'éthique. Il a été revu plusieurs fois. Non seulement l'éthique de la personne, qu'on appelle l'éthique hippocratique, mais n'oubliez pas l'éthique tout le long des projets, des objectifs, l'éthique des moyens, l'éthique des robots, de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs types d'éthique. Autre mot, je n'ai pas le temps, la médecine de la personne, j'en ai dit un mot, ça donne le vertige si on y arrive. Mais là, on peut peut-être la toucher. Mais attention, éthique et juridique, les droits de l'homme. Et enfin, la cybersécurité, c'est une préoccupation de haut niveau, ça a été dit, dès la conception et tout au long de la vie, non seulement des services, mais aussi des personnes. Un grand merci, le professeur Franco.
vraiment pour ce retour très riche. Maintenant, je vais repasser la parole à Nicolas et Hervé pour la fin de cette table ronde. Voilà. Merci. Du coup, voilà, vas-y, je t'en prie, Nicolas. Oui, en fait, je voulais remercier tout le monde chaleureusement, tous ceux qui ont œuvré depuis 3 ans pour monter ce Labcom. Donc, Monsieur Elbat a parlé des juristes de Floralis et puis des juristes d'Orange qui ont quand même beaucoup œuvré pour que ces conventions soient signées. Et puis depuis quelques mois, il y a quand même un certain nombre d'échanges électroniques et de réunions pour préparer cette inauguration qui n'est pas un aboutissement. Et je voulais plutôt finir sur le fait, c'est le départ de quelque chose. J'ai reçu 188 mails depuis l'annonce de cette inauguration, dont une centaine hors de Grenoble, pour des questions scientifiques et pour des possibilités de collaboration. Donc là, aujourd'hui, c'est un jour important. On va dévoiler le logo bientôt, mais c'est le début de quelque chose. Et au-delà des 4 axes qu'on a déjà prédéfinis, en mettant les utilisateurs au centre de la boucle, en suscitant du désir, Alain, parce qu'on sait faire ça, susciter du désir, travailler ensemble et pour utiliser les technos et les services. Mais il y a plein d'autres voies de recherche à adresser, mais en fonction des attentes, des besoins et puis des moyens de chacun. Donc, il y a aussi des arbitrages à mettre en œuvre pour travailler ces axes. Donc là, c'est un laboratoire de recherche, mais d'emblée, recherche et formation, ça va de pair, hein. Il faut former des étudiants, il faut former des professionnels de santé au bon usage du numérique pour mieux soigner, pour mieux apprendre. Donc, les 4 axes qu'on vous a présentés, c'est ceux sur lesquels on travaille depuis des années, mais évidemment, ils sont ouverts à d'autres axes et il y a certainement des méthodologies et des procédures qui sont transférables assez facilement pour répondre à d'autres besoins du médecin ou de l'étudiant. Et donc, il est l'heure, si je me souviens bien, de dévoiler le logo du laboratoire commun Telecom for Health. Excellent. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à tous. On arrive presque pile à l'heure, hein, ce qui est quand même pas si courant dans nos réunions qu'on vit tous à distance. Donc merci encore à tous ceux qui nous ont permis cette organisation ce jour-ci quand même. Il y a eu un travail en amont remarquable. Merci un travail collectif remarquable. Ouais, voilà. De tous les gens qui nous ont aidés, assistés, conseillés, c'est précieux. Voilà, et j'espère qu'ils continueront de le faire. Comme le dit Nicolas, c'est qu'un début. Merci beaucoup. C'est qu'un début, voilà. Sur le logo, là, c'est les montagnes, là, ou c'est l'horizon lointain de la santé, là, à droite là. Je t'en reconnais bien, Nicolas. C'est à la fois les montagnes et le challenge. Voilà, c'est ce que c'est. Si c'était une colline, on n'aurait pas fait ça. D'accord. Bravo. C'est même un volcan, je crois. C'est un volcan. Les trois pointes, c'est le A de UGA, je pense, je ne vais pas me tromper. Ce sont aussi le symbole des 3 massifs qui entourent Grenoble, donc Vercors, Chartreuse et Belledonne. Belledonne, ouais. Voilà. Non, mais le volcan, c'est le désir qui est en nous de faire ce TK5. J'ai bien retenu la leçon. Voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bientôt.